Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Je suis votre animatrice Megan Enriquez. Voici une situation que de nombreux investisseurs ne connaissent peut-être que trop bien. Vous avez trouvé une action que vous aimeriez acheter, mais elle se négocie à un prix qui est un peu trop cher par rapport à votre budget. Alors, que devriez-vous faire? Beaucoup d'entre nous baisseraient tout simplement les bras et chercheraient d'autres occasions. Mais il y a une manière de mettre la main sur cette action pour moins que le prix affiché. Elle comprend une stratégie d'option que nous allons examiner en profondeur au cours de ce webinaire. Cette stratégie vise à remplacer des actions et elle peut permettre aux investisseurs d'obtenir une exposition à des placements en actions qui leur seraient autrement hors de portée. Je vous présente Martin Noël, gestionnaire du site lesoptions.com, qui va nous expliquer cette stratégie. Il compte près de 40 ans d'expérience sur le marché des options. Nous allons parler de l'utilisation des options pour remplacer les actions, de certains des facteurs à prendre en considération au moment d'élaborer cette stratégie et de son approche personnelle pour y parvenir. Merci Martin d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Alors, avant de parler des détails d'une stratégie de remplacement d'action, voici une question de jeu questionnaire pour vous. Les options sur actions à long terme sont un genre d'options à long terme souvent utilisées sur les actions dans une stratégie de remplacement d'action. Quelle est la plus longue échéance pour une option sur action à long terme? Restez à l'écoute jusqu'à la fin du webinaire pour connaître la réponse. Bon, passons maintenant au vif du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que les négociateurs cherchent à accomplir en utilisant une stratégie de remplacement d'action? Oui. Alors, écoutez, une stratégie de remplacement d'actions, ça permet à un investisseur ou à un négociateur d'acheter une option d'achat long terme sur un titre sous-jacent afin de lui permettre d'obtenir l'équivalent de la détention des actions. Donc, si cette stratégie est exécutée correctement, eh bien, elle va permettre aux négociateurs d'obtenir une exposition au rendement potentiel de l'actif sous-jacent. Donc, ça peut être un gain ou une perte. Et pour un coût total qui est moins élevé que l'achat des actions. Donc, cette stratégie va permettre de tirer avantage de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'en achetant et en payant moins cher pour notre véhicule, le rendement qu'on va obtenir va être obtenu sur un investissement moindre, ce qui va nous donner un peu donc l'effet de levier, un rendement supérieur bien sûr à la hausse, mais des pertes potentielles également un peu plus supérieures à la base. Donc l'effet de levier, il faut faire attention, c'est un couteau à deux tranchants. Donc le désavantage de ça, c'est que lorsqu'on achète une option, il y a une date d'échéance, ce qui veut dire qu'elles vont finir par expirer. Et contrairement aux actions qui n'ont pas de date d'échéance, eh bien, cette option-là va nous limiter dans notre capacité à aller chercher le rendement à l'intérieur d'une période donnée. Alors que lorsqu'on détient des actions, eh bien, on sait qu'on peut avoir du temps en avant de nous pour réaliser notre stratégie. Donc, le fait aussi que lorsqu'on achète des options d'achat, eh bien, on achète un contrat et notre investissement, il est pour 100 actions. Ce qui veut dire que on peut être un peu plus limité sur la quantité d'actions qu'on voudrait détenir dans notre portefeuille, puisqu'on devrait y aller par tranche de 100 actions et on ne pourra pas aller avec des unités d'actions. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, un des avantages, c'est que ça permet aux négociateurs d'obtenir ce gain du cours potentiel de l'actif, mais il y a aussi des désavantages comme les actions vont expirer. Pour quel type d'investisseur cette stratégie de remplacement d'actions est-elle généralement appropriée? Mais disons que pour faire cette stratégie, pour la mettre en place, ça prend un investisseur qui a une visée à plus long terme qu'avec des options à plus court terme. Donc ici, on va prendre le cas d'un investisseur qui veut faire un placement
il va avoir du temps en avant de lui pour réaliser sa stratégie. Donc, la stratégie donc peut être utilisée sur des actions ordinaires précises ou sur des fonds négociés en bourse, par exemple, portant sur des indices. À mon avis, le risque de cette stratégie se résume à la façon dont elle sera mise en œuvre. Elle peut être plus prudente si les options d'achat portent sur des actions de premier ordre ou un peu plus spéculative, audacieuse si on fait la stratégie sur des actions plus à risque. Donc, c'est important, comme dans n'importe quelle stratégie d'option, on fait ces stratégies-là sur des titres et la qualité des titres sera extrêmement importante. Donc, elle peut être utile, cette stratégie, pour les négociateurs qui ont un budget un peu plus limité et qui veulent adopter une approche prudente et qui gèrent soigneusement leur position afin de leur assurer là, que les options d'achat ne seront pas assignées à mesure que la date d'échéance va s'approcher. Donc, ça, c'est un aspect à tenir compte. C'est-à-dire qu'avec l'option d'achat, on a une date d'échéance et plus on va l'approcher de la date d'échéance, il y aura certains risques liés aux caractéristiques même de ces contrats-là. Donc, par exemple, à ce moment-là, on pourra prolonger le contrat tout simplement en revendant le contrat et en rachetant d'autres. Donc, cette stratégie-là va convenir aux négociateurs qui vont détenir des comptes plus importants et qui veulent maximiser leur efficacité en matière de capital en utilisant le levier que les options peuvent procurer. Donc, bien sûr, si on a un budget limité, ça peut nous permettre d'entrer dans la stratégie, mais si aussi on a un bon budget, eh bien, on peut utiliser justement cet effet de levier, le maximiser davantage pour obtenir des rendements supérieurs. Donc, on va expliquer comment reconnaître les risques associés à une stratégie de remplacement d'actions, même si elle est préparée et exécutée avec minutie. Merci beaucoup. Alors, pour cette stratégie, en général, c'est mieux pour les investisseurs à long terme. Mais comment fonctionne la stratégie de remplacement d'actions exactement? Bon, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler une option d'achat sur action ou sur fonds négociés en bourse euh, et sur laquelle on veut obtenir une exposition au risque du marché. Donc, cette option d'achat, on va choisir une date d'échéance qui va être beaucoup plus éloignée qu'on le ferait avec des options, je vous dirais, à plus court terme. Habituellement, un investisseur va choisir une option plutôt aux alentours de 3 mois et moins. Mais pour des investissements comme ceux-ci, on va choisir des options de 6 à 9 mois ou plus, de sorte que l'option, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est que l'option va perdre moins de valeur plus on va sur l'option à long terme que sur l'option à court terme. On sait que ce qu'on appelle l'érosion de la valeur temps, c'est la perte qui est liée au fil du temps. Donc, à tous les jours, on perd une portion de la prime de l'option et cette perte-là, elle est moins importante pour des options à long terme. Plus l'échéance est lointaine, moins on va perdre de cette prime-là. Mais pour les options à court terme, on va en perdre davantage. C'est pour ça que si on a un horizon un peu plus lointain, on va choisir une échéance 6-9 mois et plus même. Donc, l'érosion de la valeur temps est mesurée par ce qu'on appelle le coefficient θ. Et donc, on va choisir un prix d'exercice qui doit être raisonnablement en jeu, c'est-à-dire que son cours, que le prix d'exercice doit être inférieur au cours de négociation actuel du prix de l'action. Et donc, on va parler d'un delta de l'option d'achat qui devrait être raisonnablement élevé, généralement 60 ou plus. Moi, je préfère autour de 80 à 85 comme delta. Et rappelons que le delta, ça mesure la sensibilité du cours de l'option par rapport aux variations du cours de l'action sous-jacente. Donc, par exemple, si on avait un delta de 1, ça voudrait dire que la valeur de mon option fluctuerait donc d'un pour un avec la variation du titre sous-jacent. Et donc, par conséquent, si on parle d'un delta de 50, ça veut dire qu'à la suite d'une variation de 1 $, la valeur de l'option fluctuerait de 50 cents. Donc, c'est en proportion de la fluctuation dans le cours du titre qu'on verra le prix de notre option fluctuer.
Donc, tous ces éléments ensemble vont simuler l'effet de détenir les actions sous-jacentes directement pour les raisons qui suivent, c'est-à-dire que le faible coefficient θ de l'option à long terme, eh bien, va simuler l'absence d'érosion de la valeur temps qui est associée à la détention des actions. Donc, ça, c'est un des aspects. Et comme l'option est fortement en jeu et que le delta est élevé, eh bien, les fluctuations dans le cours du titre, eh bien, seront reflétées en grande partie dans le prix de l'option, ce qui va nous donner des rendements aussi qui vont être très près des fluctuations dans le cours de l'action. Donc, par exemple, si les actions sous-jacentes passent de 50 à 55 $, eh bien, l'option d'achat pourrait passer de 21 à 26 $. Donc, si on avait un delta, bien sûr, de 100 là, de 1. Donc, ça présente le même potentiel de hausse qu'une augmentation, en fait, de 500 $ dans le prix du titre ou dans le prix de notre contrat. Donc, dans un cas comme celui-là, l'investisseur obtient le plein potentiel de la hausse dans le prix du titre, même s'il a dépensé moins d'argent pour acheter les options d'achat que pour acheter un nombre équivalent d'actions sous-jacentes, ce qui va nous donner cet effet de levier recherché. Donc, éventuellement, l'investisseur pourrait choisir de mettre fin à cette stratégie tout simplement en exerçant ses options d'achat une fois que les actions sous-jacentes dépassent le prix d'exercice ou a atteint notre rendement donc qu'on s'était fixé. À ce moment-là, si on veut détenir nos actions, mais ça pourrait être éventuellement une bonne façon de les acquérir en exerçant l'option d'achat. Ou on pourrait tout simplement laisser les options d'achat expirer sans valeur si les actions sous-jacentes ne dépassent pas leur prix d'exercice une fois rendues à l'échéance. Ou on pourrait fermer notre position en vendant l'option d'achat qu'on détient sur les actions sous-jacentes, ou on pourrait poursuivre la stratégie tout simplement en fermant la position et en ouvrant une nouvelle sur d'autres options d'achat avec une échéance plus lointaine. Alors, essentiellement, il est possible d'obtenir le même gain tout en risquant moins d'argent, ce qui est pas mal. Alors, quelles sont certaines des limites ou des inconvénients de cette stratégie? Bon, la principale limite, c'est que même si l'érosion de la valeur temps elle est faible au début, là, donc plus l'échéance est lointaine, malgré tout, les options vont perdre de la valeur quand même. Ça veut dire que, et comme on a une échéance, eh bien, ça veut dire qu'on aura une date limite pour réussir notre investissement. Ça veut dire que cette perte de valeur temps, elle doit être compensée par un gain équivalent dans le prix de l'option pour compenser cette érosion de la valeur temps. Et donc, un des inconvénients, c'est qu'il est possible d'avoir raison en ce qui a trait au mouvement dans le prix du titre, mais on pourrait ne pas réaliser les gains quand même espérés. On pourrait même encaisser une perte si l'érosion de la valeur temps est supérieure aux gains obtenus dans le prix du titre sous-jacent. Donc, on doit également décider si on va exercer cette option-là pour acheter les actions sous-jacentes ou reconduire le contrat en vendant l'option d'achat pour en acheter une autre, la remplacer ou tout simplement fermer la position éventuellement. Donc, il est important aussi de noter que l'achat des options d'achat va nous coûter une prime et cette prime, eh bien, va venir gruger notre rendement sur cette opération, en plus, bien sûr, de tous les autres frais et coûts qui y sont liés à nos transactions. Un autre inconvénient est qu'on ne reçoit pas les versements de dividendes. Donc, ça aussi, c'est un des aspects à tenir en compte. On ne peut pas voter non plus, donc on n'a pas de droit de vote lorsqu'on détient les options d'achat. Donc, il faudrait exercer à ce moment-là les contrats si on voulait obtenir soit le dividende ou soit le droit de vote, mais il y a certaines particularités qu'on n'explorera pas dans le cadre de ce webinaire, mais il y a plusieurs particularités liées à l'exercice avant l'échéance qu'on doit tenir compte également lorsqu'on détient des options. Il pourrait ne pas être rentable d'exercer pour obtenir donc un dividende ou pour aller voter, par exemple. Donc, il est possible aussi que le gain dans notre option, comme on l'a mentionné antérieurement, ne reflète pas entièrement le gain dans le prix du titre sous-jacent. Donc, si le prix du titre devait chuter fortement,
Ça aussi, c'est un autre aspect. Il est possible qu'on ne puisse pas récupérer, en fait, la perte liée à la chute dans le prix de l'action avant l'échéance. Et donc, c'est un des aspects qu'on doit tenir compte et qui joue un peu en défaveur de la stratégie. Merci beaucoup, Martin, de nous avoir expliqué ces inconvénients possibles avec ces stratégies. Alors là, je voulais savoir dans quel type de conditions de marché une stratégie de remplacement d'actions pourrait-elle être la plus efficace? Bon, comme la plupart des placements, une stratégie de remplacement d'actions offre une plus grande probabilité de rendement si les actions sous-jacentes sont moins chères. Donc, et par conséquent, les options devraient l'être également. Donc, on sait qu'en période de marché baissier, les négociateurs essaient de trouver des actions de grande qualité à des prix moindres. Donc, si après une chute de 10-20 eh bien, j'avais un œil sur un titre, eh bien, ça me donne l'opportunité de l'acheter à un meilleur prix. En revanche, si le titre a augmenté fortement en valeur, eh bien, les probabilités d'une correction peuvent être plus élevées et donc, on pourrait perdre de l'argent là, en utilisant la stratégie si les actions tombaient sous le prix d'exercice à la suite de la correction qui pourrait s'en suivre. Donc, toutefois, il est également important de noter que la volatilité implicite des actions est généralement plus faible en période de marché haussier et plus élevée en période de marché baissier. Donc, ça veut dire que les options d'achat sont généralement moins chères lorsque les marchés sont haussiers et plus coûteuses en période de marché baissier. En appliquant cette stratégie, il est important de prendre en considération la qualité des titres sous-jacents qui nous permettront de passer à travers les cycles de hausse et de baisse du marché. Donc, dans toutes les stratégies qu'on va faire avec les options, ça doit toujours porter sur des titres de qualité ou à tout le moins qu'on soit conscient du fait que choisir les titres, que ce soit des titres de qualité ou spéculatifs, ça aura un impact potentiel sur le risque et le rendement qu'on va obtenir avec nos stratégies. Parfait. Alors, maintenant que on comprend un peu plus le fonctionnement de la stratégie de remplacement d'actions, parlons un peu plus des détails. Je sais que vous avez discuté un peu, mais si on pouvait aller en plus de profondeur, quels sont certains de vos points de repère en ce qui a trait à l'échéance, au prix d'exercice et au delta lorsque vous choisissez une option d'achat dans le cadre de cette stratégie? Donc, au début, on a parlé d'une échéance de 6 à 9 mois et ou plus. Je favorise une fourchette entre 9 et 12 mois, bien, dépendamment de la disponibilité aussi des échéances à long terme sur les titres qu'on voudra convoiter. Mais j'ai constaté en fait que lorsque on choisit des échéances entre 9 et 12 mois, le niveau de liquidité est généralement élevé. Ce qui peut faciliter en fait la gestion de ce placement-là. En général, on va trouver que les échéances inférieures à 6 mois perdent de la valeur plus rapidement au fil du temps, ce qui ne me plaît pas tellement. Donc, on va plutôt préférer avoir des options aux alentours de 12 mois, une année. Et lorsqu'on va entrer dans la zone inférieure à 6 mois, il y aura une certaine gestion de risque qu'on devra éventuellement porter attention. Donc, à mon avis, le prix d'exercice devrait être en jeu et avoir une valeur équivalente à 80 de la valeur des actions au moment de l'achat. Et là, je m'explique que ceci n'est qu'une règle du pouce qui nous permet rapidement d'obtenir une option qui aura un delta entre 80 et 85 de manière générale. Donc, c'est seulement une règle du pouce, mais qui nous permet justement d'aller cibler plus rapidement les bonnes options à regarder. Donc, par exemple, si le prix des actions était de 100 je choisirais un prix d'exercice aux alentours de 80 là. Donc, ça peut jouer dépendamment aussi de la disponibilité des prix d'exercice. Donc, il faut cependant faire attention à la volatilité implicite des options, comme on va le voir un petit peu plus loin. Une volatilité implicite trop élevée indique un niveau de risque élevé et par conséquent, la prime des options sera plus élevée également.
il est préférable d'utiliser cette stratégie sur des titres de qualité ayant des niveaux de risque moyens. Lorsque la volatilité est très élevée, il est préférable tout simplement d'aller acheter les actions directement et de se faire une gestion du risque appropriée à ce moment-là. Donc, du point de vue personnel, je choisis de commencer mes recherches avec des options, comportant un delta de 80 à 85, comme je l'ai mentionné. Donc, un prix d'exercice de 80 de la valeur des actions permet justement facilement de cibler ce type d'option-là. Donc, afin d'obtenir des variations qui s'approchent de celles du titre sous-jacent, eh bien, on veut choisir justement un delta qui est le plus élevé possible, mais tout en se gardant, plus le delta sera élevé, plus notre option va coûter cher également. Donc, c'est un bon compromis en fait entre un delta plus faible et un delta qui serait plus élevé, 80-85 est très bien. Mais certains négociateurs vont préférer un delta plus faible et c'est compréhensible. Compris entre 50 et 60, ils obtiendront alors un portefeuille qui va moins fluctuer que les actions sous-jacentes. Cela va réduire le risque de perte en période de marché baissier, mais ça va réduire également les gains en période de marché haussier. Donc, on n'a rien pour rien. Si le delta est plus faible, on va avoir moins de fluctuations, moins de risques, mais moins de gains aussi. Donc, c'est toujours un compromis qu'on a à faire. Donc, il n'y a pas de vérité. Ça dépend du niveau de risque acceptable pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup pour toutes ces considérations à prendre en note avant de commencer cette stratégie. Une autre chose que je trouve est aussi importante, c'est la valeur d'une option qui va dépendre de la volatilité de l'action sous-jacente. Alors, quel impact la volatilité des cours pourrait-elle avoir sur le risque et le rendement de cette stratégie de remplacement d'actions? La volatilité implicite, comme on l'a mentionné précédemment, ça nous situe, ça situe ce que le marché pense des fluctuations futures dans le cours de l'action. Donc, c'est le marché des options. La volatilité implicite est évaluée par les investisseurs du marché des options et en fait, c'est plus le prix d'une option, toute chose étant égale par ailleurs, là, si le prix d'un titre ne bouge pas et que le prix de l'option augmente, ça veut dire qu'il y a un risque perçu par le marché des options qui fait augmenter la prime de l'option. C'est comme une prime d'assurance. Si il y a un risque d'incendie sur notre maison qui est supérieur, notre prime d'assurance va coûter plus cher. Eh bien, pour l'option, c'est un peu comme la même chose. C'est-à-dire que si le marché perçoit qu'il y a un risque de fluctuation important dans le cours du titre, ça va faire augmenter la prime de l'option. Eh bien, lorsque la volatilité est élevée, eh bien, l'option va coûter plus cher. Et lorsque la volatilité est faible, ça veut dire que l'option coûte moins cher. Donc, il est important de comprendre qu'une volatilité élevée dans le prix du titre sous-jacent se traduit par un plus grand potentiel de profit et de perte et ça va se refléter dans le prix de l'option. Donc, le prix du titre sous-jacent peut fluctuer plus fortement quand il est plus volatile et par conséquent, ça donne à l'acheteur d'actions une plus grande chance d'atteindre son prix d'exercice. Et donc, si on a plus de chances d'atteindre notre prix d'exercice, bien, ça veut dire qu'on a plus de chances de faire un profit et on va payer plus cher en conséquence. Donc, les négociateurs doivent tenir compte du niveau du risque qu'ils sont à l'aise d'assumer et de leur priorité pour la stratégie de remplacement d'actions. Est-ce que je me soucie davantage du risque ou du profit que je voudrais obtenir dans le prix, donc dans ma stratégie? Une chose à surveiller, c'est la volatilité implicite dans les options sous-jacentes, en fait. Ça peut nous aider à déterminer si l'option, elle est bon marché ou si elle est trop chère. Donc, à mon avis, l'un des meilleurs moments pour acheter une option est lorsque la volatilité implicite est plus faible parce qu'elle aura le potentiel d'augmenter, elle coûte moins cher. Et si elle augmente après cette volatilité implicite, après l'achat, eh bien, cette option-là va prendre plus de valeur plus rapidement qu'autrement. Merci beaucoup, Martin. J'aime vraiment l'exemple de la prime d'assurance. J'aimerais revenir au concept de l'érosion de la valeur temps dont vous avez parlé précédemment. Comment un investisseur peut-il tenir compte de l'impact du coefficient θ dans le cadre de sa stratégie de remplacement d'actions?
Donc, comme on l'a déjà mentionné, le coefficient θ, ça mesure la vitesse à laquelle une option va perdre sa valeur au fil du temps. Donc, le coefficient θ, ça appartient à la grande famille de ce qu'on appelle les variables grecques, qu'on n'entrera pas en détail à ce niveau-là, mais ça mesure précisément, pour une journée donnée, combien de primes on va perdre, donc de valeur temps, on va perdre dans la prime de cette option-là. Donc, en général, les options d'achat à long terme qui sont profondément en jeu ne sont pas trop affectées par le θ pendant les premiers mois. Cependant, une option à long terme qui ne serait que légèrement en jeu pourrait perdre un peu plus de valeur temps et une option qui serait à parité, c'est-à-dire dont le prix d'exercice serait égal au prix du titre, eh bien, c'est là où on aurait quand même un maximum de valeur temps supérieur qu'on perdrait là, à tous les jours, supérieur à celle d'une option fortement en jeu. Donc, il est important pour, comme négociateur, de tenir compte des compromis en ce qui a trait au coût et à la perte liée à l'érosion de la valeur temps lorsqu'on achète des options légèrement en jeu par rapport aux options qui sont profondément en jeu. Donc, le θ peut nous aider à déterminer dans quelle mesure le cours de l'action sous-jacente devra augmenter pour compenser la perte de valeur de l'option d'achat en raison de cette perte qui est liée à l'érosion de la valeur temps. Donc, chaque fois qu'on perd, par exemple, 10 cents de valeur dans notre option, il faut que ça soit compensé par un gain de 10 cents dans le prix du titre. Donc, c'est ça qu'on va regarder avec notre coefficient θ. Merci beaucoup. Certains investisseurs d'options aiment vendre des options d'achat couvertes pour générer un revenu supplémentaire, ce qui est une stratégie assez populaire. Serait-il en mesure de générer un revenu de la même manière dans le cadre d'une stratégie de remplacement d'actions? Oui, tout à fait. Les options à long terme nous permettent de répliquer la stratégie vente d'options d'achat couverte. C'est ce qu'on appelle la vente d'options d'achat couverte du pauvre, là, donc à la blague. Mais c'est une stratégie où on va tout simplement euh, exécuter dans un compte marge. Bien sûr, on doit avoir un compte marge où toutes les autorisations nécessaires ont été autorisées là, par votre maison de courtage. Euh, Bien sûr, un compte de courtage va augmenter notre pouvoir d'achat, mais va augmenter par le fait même aussi le risque qui sera plus élevé. Donc, l'une des stratégies qui est intéressante, c'est justement d'imiter cette option d'achat couverte en achetant une option d'achat en jeu à long terme sur un titre sous-jacent de qualité ou en fait qui correspond à nos critères. Et ensuite, on va vendre une option d'achat hors jeu, c'est-à-dire donc dont le prix d'exercice est supérieur au cours actuel du prix du sous-jacent. Et ça sera, on va choisir une échéance à court terme sur le même titre sous-jacent, bien entendu. La prime qu'on va encaisser en vendant l'option d'achat à court terme va venir compenser la perte liée à l'érosion de la valeur temps sur l'option d'achat à long terme. Et en fait, comme l'érosion de la valeur temps sur l'option à court terme, elle est plus rapide et plus importante que celle sur l'option à long terme, eh bien, ça va nous permettre de compenser et même de dégager un profit sur cette érosion de la valeur temps. Donc, il sera possible, d'échéance en échéance sur nos options à court terme, de répéter cette opération-là à plusieurs intervalles. Donc, on pourrait vendre une option à court terme sur un mois et à tous les mois, répéter cette opération-là jusqu'à ce qu'on atteigne l'échéance de notre option à long terme et ainsi obtenir potentiellement plus de primes que la prime qu'on aurait payée sur notre option à long terme. Donc, c'est une possibilité et non pas une garantie, bien entendu. À ce moment-là, par contre, il faut être très prudent lorsqu'on vend des options d'achat à court terme contre nos options d'achat à long terme parce qu'il y a un risque d'être assigné sur les options d'achat à court terme. Et à ce moment-là, on vendrait les titres sous-jacents en étant assigné sur ces options-là, on aura une position vendeur contre, donc à découvert sur les titres, contre notre position acheteur sur les options à long terme. Alors, comme pour toute stratégie de placement, il est important d'avoir un plan de sortie
Et là, vous l'avez mentionné qu'il est important de se soucier d'être assigné ou pas. Alors, supposons qu'un négociateur est assigné pour l'option d'achat qu'il a vendue dans le cadre d'une stratégie d'imitation d'une option d'achat couverte. Quelles sont certaines des façons à gérer cette position? Donc, comme on l'a mentionné, si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous êtes assigné, eh bien, vous allez vous retrouver avec une position vendeur sur de 100 actions par contrat sur les actions sous-jacentes et vous allez être en position acheteur sur les options à long terme. Donc, ça peut créer une situation inconfortable parce que votre stratégie n'est pas d'implanter cette transaction-là et ce n'était pas votre objectif. Donc, pour s'en tirer ou pour gérer une telle situation, pour ma part, je préfère simplement, avant d'être assigné, il y a certaines conditions où on peut déterminer qu'on sera assigné éventuellement sur cette option-là. Eh c'est tout simplement fermer notre position vendeur sur les options d'achat avant d'être assigné. Et puis, par exemple, revendre une autre option d'achat avec une échéance, par exemple, toujours à court terme, mais l'échéance qui suit. Donc, on va fermer la position qui est à risque d'être assignée en la transférant dans une autre échéance. Habituellement, lorsqu'on arrive près de l'échéance, donc environ 2 semaines avant l'échéance, eh bien, je roule ma position afin d'éviter d'être assigné. Il y a aussi, donc là, on n'en parlera pas en détail, mais il y a aussi la possibilité, lorsqu'il y a un versement de dividendes, ça aussi, il faut faire attention. Il y a 2 moments dans la vie de l'option à court terme, là, donc sur les échéances à court terme, où on risque d'être assigné. Ce sont la veille, par exemple, du versement d'un dividende et la veille de la date d'échéance ou à l'échéance même de l'option à court terme. Donc, ça veut dire que pour gérer cette position-là, on pourrait, donc à la suite, bien sûr, si on était assigné, exercer notre option d'achat à long terme, mais je dois vous dire que c'est pas recommandé de le faire. Donc, moi, je choisis de ne pas le faire personnellement. Et de manière générale, il est toujours plus avantageux de revendre une option d'achat avant l'échéance plutôt que de l'exercer, tout simplement parce qu'il y a une valeur temps dans le prix, dans la prime de l'option. Et quand on exerce, on obtient tout simplement la différence entre le prix du titre et le prix d'exercice et on laisse aller la valeur temps qui reste à courir là, donc jusqu'à l'échéance. Alors qu'en revendant l'option, on obtient également la différence entre le prix du titre et le prix d'exercice, plus la valeur temps. Donc, préférable avant l'échéance de ne pas exercer et de revendre notre option. Voilà, c'est tout pour cette partie de la présentation. Merci beaucoup, Martin, de nous avoir expliqué la stratégie de remplacement d'actions. Maintenant, permettez-moi de vous diriger quelques instants dans Courtier Web pour vous montrer un exemple de la manière dont les prix des options d'achat peuvent varier selon les variables dont nous avons parlé aujourd'hui. On va commencer dans notre menu principal en cliquant sur Recherche. Par la suite, en dessous de Placement, on va aller dans Options. De là à droite, on va entrer un nom ou un symbole. Notre exemple aujourd'hui, on va regarder le titre de Apple. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va voir l'action du sous-jacent. Alors ici, on peut voir que Apple, l'action, est à 141,31 et pour voir les options, on va aller un peu plus loin sur la page en baissant. Et là, on peut voir les types d'expiration, type de chaîne. Alors, comme notre exemple, c'est pour les options d'achat, on va filtrer pour regarder les options d'achat. Et les fourchettes, on va le laisser à tous et cliquer Mise à jour. De là, on peut aussi choisir notre date d'expiration. Alors, à droite, comme dans la présentation d'aujourd'hui, on a parlé d'une fourchette de 9 à 12 mois. Pour notre exemple, on va changer ça pour le 17 mars 2023. Une fois que c'est changé,
on va cliquer sur le plus dans Analyse. Ici, ça va nous donner beaucoup plus de données, comme la volatilité, prix de l'action, jour avant la date d'expiration et les taux d'intérêt. Alors, on peut voir même à droite que la volatilité historique à 20 jours est de 29,69. Alors, dans la présentation, il y avait beaucoup qui a été discuté et une chose dont on avait parlé, c'est la volatilité implicite. Alors, la volatilité implicite, il faut faire attention car si c'est trop élevé, ça peut ajouter un niveau de risque. Alors, idéalement, ce qu'on veut voir, c'est que la volatilité implicite est en ligne avec la volatilité historique. Alors, on se souvient que notre valeur historique est aux alentours de 29,30. Alors, si la valeur de la volatilité implicite était beaucoup plus élevée que ça, on saurait que ça se peut que nos primes, on va devoir les payer un peu plus cher, qui va aussi changer notre rentabilité de succès. Autre chose dont on a discuté dans la présentation, c'était la valeur du delta. Alors, si on remonte, on peut voir notre delta est dans cette colonne-là. Et si on se souvient, notre delta a un rapport avec le mouvement du sous-jacent. Alors, un delta de 1, ça veut dire que ça va exactement dans la même direction que le sous-jacent. Alors, si ça monte de 1 $, notre option va aussi monter de 1 $. Et si ça baisse de 1 $, ça va aussi baisser notre option de 1 $. Alors, dans la présentation, on a discuté que ce qui était préférable ou une bonne règle de pouce était d'avoir une valeur équivalente à 80 de la valeur des actions au moment de l'achat, ce qui obtient en général un delta de 80 à 85, encore une fois de manière générale. Alors, si on regarde le delta, on va essayer de trouver quelque chose dans cette fourchette. Alors ici, on se souvient que dans la présentation qu'on a vue, on va regarder en général une échéance de 9 à 12 mois, le prix d'exercice qui est assez en jeu, représentant 80 de la valeur des actions et un delta aux alentours de 80 et 85, mais aussi tenir compte de cette valeur de la volatilité implicite. Encore une fois, ça, c'est que des règles de pouce. Il y a d'autres négociateurs qui préfèrent un delta plus faible, environ aux 50 à 60. Alors ici, on va regarder un peu plus bas. Alors, comme ça, si le delta est plus faible, le portefeuille ne fluctuera pas autant que les actions sous-jacentes. Cela peut réduire le risque de perte en période de marché baissier. J'espère que cette petite démonstration vous a permis de mieux comprendre certaines de ces considérations pour ceux d'entre vous qui débutent avec les options. Si vous avez des questions, restez des notes pour la période de questions en direct qui suit la présentation. Mais d'abord, voici la réponse à notre question. À titre de rappel, la question était: les options sur actions à long terme sont un genre d'options à long terme souvent utilisées sur les actions dans une stratégie de remplacement d'actions. Quelle est la plus longue échéance pour une option sur action à long terme?
Voici la réponse au jeu questionnaire. Au Canada, c'est la Bourse de Montréal qui établit les règles pour les options sur actions et les options sur fonds négociés en bourse. Les options sur actions à long terme sont émises avec un terme de 2 ans et une échéance du mois de janvier, alors que les options sur fonds négociés en bourse à long terme sont émises avec un terme de 2 ans et une échéance du mois de mars. Bon, Martin, passons maintenant à nos questions en direct.